Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 avril 2022. Nouvelle semaine, nouvelle saison des résultats qui commence et marché qui est toujours un petit peu au milieu de nulle part sans trop savoir où on va. On se pose pas mal de questions. On va avoir une grosse semaine parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver ces 4 jours parce que c'est une courte semaine. Mais globalement, on continue à avoir un petit peu d'interrogations, beaucoup d'interrogations autour de tout ce qui est taux d'intérêt, inflation, comme d'habitude, on va dire. C'est un petit peu récurrent. On a eu une mauvaise fin de semaine la semaine dernière à Wall Street. Vendredi soir, on a fini de nouveau un peu à la casse sur les indices techno, surtout. On le verra tout à l'heure sur les graphiques. Mais globalement, eh bien, ça reste un petit peu tendu. Et puis, on va voir un petit peu ce que les banquiers centraux nous prévoient et surtout ce que les spécialistes, les experts, eh bien, vont nous annoncer ces prochains temps. Mais en attendant, eh bien, on se pose pas mal de questions avec monsieur Elon Musk, comme d'habitude, puisqu'une semaine sans monsieur Elon Musk n'est pas une vraie semaine boursière. Donc visiblement, c'est pas parce que vous êtes l'homme le plus riche du monde que vous avez des activités délirantes le week-end, puisque monsieur Elon Musk, eh bien lui, il a rien trouvé de mieux à faire de son week-end que de le passer sur Twitter, puisqu'il a passé son temps à faire des commentaires justement sur Twitter. Donc il a tweeté tout le week-end au sujet de sa nouvelle société, puisque c'est le plus gros actionnaire de Twitter, on le rappelle encore une fois, faut-il le faire, et donc il a fait tout le week-end des commentaires sur les améliorations qu'on pouvait apporter sur la société, comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur performance financière. Bon, en fait, le truc, c'est assez marrant parce que d'habitude, quand on fait ce genre de boulot, on va d'abord au board des actionnaires, on en discute, on travaille en collaboration avec tout le reste de l'équipe pour que ça redescende ensuite et ensuite, on vient communiquer à la presse et dans les médias. Mais visiblement, la méthode Musk est comme d'habitude inhabituelle, on va dire, puisque lui, il continue à le faire un peu comme il le sent, en se foutant totalement des concepts habituels et ce que le reste du monde pense. Donc du coup, on verra un petit peu comment ça interpréter sur le titre, mais bon, on s'attend pas non plus à des gros changements majoritaires dans l'immédiat. Mais là encore, où il a fait beaucoup plus parler de lui, c'est sur l'affaire du lithium. Oui, parce que au-delà de Twitter, le samedi c'était Twitter et le dimanche c'était sur le lithium. Donc monsieur Elon Musk s'est plaint durant le week-end du prix du lithium qui a pris l'ascenseur, puisqu'on sait grosso modo, le lithium a pris plus ou moins 80% cette année, mais quand on voit ce que ça valait il y a quelques années en arrière, à $4000 le mètre cube, la tonne métrique de lithium, aujourd'hui à 78 000, forcément, ça coûte beaucoup plus cher, ça a des conséquences et des impacts sur le coût des voitures électriques, puisque forcément, il y a du lithium dans les batteries, et on estime aujourd'hui que l'augmentation, le coût, le surcoût aujourd'hui, finalement, d'une voiture électrique, c'est $2000 à cause de l'augmentation du prix du lithium. Donc, monsieur Musk a exprimé son ras-le-bol de cette situation, et son envie de faire changer les choses. Alors faire changer les choses, c'est quoi selon lui? C'est qu'il estime que peut-être la meilleure des solutions, ça serait que Tesla puisse carrément s'impliquer elle-même dans la production de lithium. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire acheter une société minière, se lancer dans le mining. Donc évidemment, vous avancez ce genre de truc, donc vous avez tout de suite une liste de usual suspects qui sort. La liste est donc la suivante. Vous avez donc Albemarle, Livent, SQM, Piedmont Lithium, Lithium Americas, et puis Sigma Lithium. Donc ces 6 usual suspects sont les potentiels qui pourraient intéresser Elon Musk. Alors il n'a pas dit qu'il allait faire un takeover, mais inutile de vous dire qu'à partir de tout à l'heure, quand ça va ouvrir à New York, on va forcément avoir un tout petit peu de spéculation sur la thématique. Alors c'est des boîtes qui ont déjà beaucoup performé ces derniers temps, puisque c'est une des thématiques à la mode, mais si tout d'un coup on se dit que peut-être que Tesla est en train de tourner autour pour faire un takeover là-dessus, eh bien ça risque de faire encore un peu plus de spéculation sur le secteur. Donc attention à ces quelques noms, parce que c'est une thématique qui va beaucoup revenir ces prochaines heures. On ne sait pas trop ce que va faire monsieur Elon Musk. Ce qu'il a exprimé surtout, c'est que le lithium n'est pas si difficile que ça à trouver sur la planète. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est le processus d'extraction et de raffinement qui est très très lent. Et donc, ce qu'il aimerait lui faire, c'est accélérer ce processus pour améliorer et faire automatiquement baisser les prix du lithium, si on veut bien. Donc, il dit, à moins que les prix du lithium baissent naturellement ou ça s'améliore, il va être obligé d'intervenir. Donc, forcément, il va y avoir de la spéculation. À noter quand même au passage que Tesla est déjà maqué, entre guillemets, travaille déjà avec une boîte qui s'appelle Piedmont Lithium, dont je citais le nom tout à l'heure. Et Piedmont Lithium a commencé à travailler avec Tesla en 2020. Et à l'époque, quand ils ont annoncé leur partenariat, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à racheter tout le lithium qui venait de chez Piedmont, le titre avait déjà pris
230% sur la nouvelle. Donc attention à ce qui pourrait se passer là-dedans. Il manquerait plus que les mecs de Wall Street Bet, YOLO et consorts se mettent dessus. Et ça pourrait être showtime sur le secteur du lithium. On reparle toujours du Dow Jones Transportation. Alors c'est toujours un grand thème du moment. J'en ai parlé la semaine dernière déjà. Cet indice américain qui regroupe toutes les sociétés de transport est au plus bas et au plus mal et est techniquement entré dans ce qu'on appelle un bear market. J'en avais parlé la semaine dernière. On va pas revenir sur le sujet. Mais toujours est-il que ça continue à en parler beaucoup. Durant vendredi et le week-end, il y a pas mal de banques d'affaires qui ont fait des downgrades sur le secteur des transports. Donc on continue à taper dessus en disant que la problématique, évidemment, c'est l'augmentation des coûts, les réductions des marges, les shortages d'à peu près tout, les augmentations des coûts de carburant. Quand vous mettez tout ça bout à bout, forcément, c'est pas le meilleur des secteurs qui pourraient cartonner ces prochains temps. Alors il y a pas mal de banques qui ont downgradé des boîtes comme UPS, comme FedEx, ce genre de choses. Et puis on continue aussi à avoir pas mal de pression sur des boîtes comme Boeing. Alors quand on regarde aujourd'hui le Dow Jones lui-même, par exemple, il s'en sort pas trop mal, c'est d'ailleurs peut-être le seul indice qui s'en sort pas trop mal par rapport au reste en ce moment. Et puis à côté de ça, eh bien vous avez le Dow Jones Transportation qui lui est revenu donc sur ces niveaux de support qu'on voit très bien sur le graphique. Et on se pose des questions. Alors should I stay or should I go? On sait pas, mais en tous les cas pour l'instant ça a l'air de tenir les supports, mais il y a beaucoup de commentaires négatifs sur le secteur. Et puis effectivement, eh bien on a Boeing qui a perdu pratiquement 12% depuis quelques semaines, depuis le crash du Boeing en Chine. Et puis ce week-end, vous avez peut-être vu ce Boeing 757 qui s'est crashé à San José au Costa Rica. Alors, heureusement, c'était un cargo. Heureusement, il n'y avait que 2 pilotes à bord et heureusement, ils s'en sont sortis. Mais les images, quand on voit les images, forcément, c'est pas top au niveau de la réputation et de l'image de marque de Boeing. Donc, ça risque encore de faire du mal au titre ces prochains temps. Quand on regarde le graphique de Boeing, eh bien, on voit qu'il y a un gap encore à $155, donc un petit peu plus bas. On est vraiment dans une tendance baissière sur Boeing qui est pas très jolie, mais on peut essayer de se dire peut-être qu'ils vont aller combler le gap, puis finalement après se reconstruire. Il faut pas oublier non plus que malheureusement, les crashs, ça arrive, et que ça fait aussi partie de la vie. C'est vrai que ces temps, Boeing, ils ont pas un peu trop de problèmes de ce côté-là, mais pour l'instant, il faut peut-être aussi relativiser. Il n'y a pas que les avions dedans, ils ont aussi toute une division armement derrière qui forcément devrait bien les aider en même temps qu'en ce moment, surtout quand on voit la performance des autres boîtes d'armement. Mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, Boeing n'aide pas forcément cette thématique du Dow Jones des transports qui reste très pratiquement obsessionnelle aujourd'hui dans les médias américains aux États-Unis sur la finance. On parle beaucoup de cette théorie de Dow qui montre quand même des signaux de danger et qui, semble-t-il, si on est assez logique effectivement par rapport à tout, cette augmentation de problématiques dans le monde des transports, eh bien, pourrait être quand même un truc à surveiller attentivement. Si on regarde les graphiques, puisqu'on parlait de ça, eh bien bon, alors le Dow Jones s'en sort pas trop mal, puisqu'aujourd'hui dans la thématique, tout le monde recherche un peu de la value, on cherche à se planquer quand même, ne nous le cachons pas, on voit que tout ce qui est tech souffre à la moindre mauvaise nouvelle, la tech s'en prend une volée. Quand on voit aujourd'hui que la plupart des experts s'attendent à une augmentation des taux d'intérêt assez rapide, il y en a encore un qui a sorti une recherche ce week-end, Bank of America, qui a annoncé que pour eux, durant les trois prochains meetings de la Fed, il y aura à chaque fois une hausse de 0,5%. Donc ce genre de nouvelles, ce genre d'inquiétude n'aide pas forcément la techno. Donc on l'a vu, on voit quand même qu'en ce moment c'est très faible. Si on voit le rebond qu'on a eu depuis le 14 mars sur le SOX et qu'on a quasiment effacé la totalité du rebond, comme on le voit sur le graphique, on voit quand même que les gens se concentrent plutôt sur les trucs défensifs. Donc le Dow Jones s'en sort très bien. Attention avec cette thématique du Dow Jones Transportation. Le S&P 500 est en train de se poser des questions. Il tourne autour de la moyenne mobile des 200 jours. On ne sait pas s'il va aller en bas ou en haut. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà eu pas mal de ventes. Donc, on est déjà probablement dans une zone un peu survendue, ce qui laisse un petit peu d'espoir sur le S&P 500. Mais pour l'instant, donc, c'est clairement le Dow Jones qui s'en sort le mieux des trois, entre le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Et on voit que la tech a toujours pas mal de problèmes. Donc, il faudra aussi continuer à voir un petit peu ça ces prochains temps. Évidemment, là, on est un petit peu en phase alternative. Il y aura beaucoup de choses cette semaine. Enfin, beaucoup de choses. La semaine ne durera que 4 jours, mais sur les 4 jours, on aura mardi le CPI, donc les chiffres de l'inflation américain. Et là, alors attention, c'est ce qui va pouvoir nous tomber dessus, parce que quand on voit les commentaires et les inquiétudes globales, ça risque d'être assez rigolo à voir mardi. Et puis jeudi, on aura la Banque Centrale Européenne qui va devoir parler, qui va devoir faire présenter sa décision sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt devraient rester inchangés en Europe, mais par contre, on attend impatiemment les discours de Madame Lagarde. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant que les chiffres inflationnistes en Europe avaient explosé également.
Donc la BCE va devoir agir à un moment ou un autre. Ils ont déjà laissé planer le doute sur le fait qu'ils avaient commencé à changer leur méthode de soutien, que le tapering allait également commencer en Europe. On s'attend à une hausse des taux, on va dire peut-être sur la fin de l'année ou au début de l'année 2023, mais on ne sait jamais. L'accélération de l'inflation aujourd'hui en Europe pourrait aussi pousser Madame Lagarde à changer son fusil d'épaule, être peut-être plus active et plus hawkish, un peu à la mode de ce que nous a fait Monsieur Powell ces derniers temps. Donc à surveiller attentivement ces deux choses, CPI mardi et la BCE jeudi avant le vendredi de Pâques. Et puis autrement, il faut retenir que le pétrole est toujours sous pression. On frise les 95 $, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la photo générale de ce qui se passe au niveau inflation justement. Continuité toujours dans cette thématique, de plus en plus de pays sont en train de lâcher leurs réserves stratégiques pour mettre la pression sur le baril. Combien de temps ça durera et est-ce que ça suffira? Ça, on n'en sait rien. Il y a toujours la thématique de la guerre qu'il faudra gérer à côté, mais c'est plutôt encourageant de l'autre côté. Le Bitcoin revient sur les 42 000, donc 41 500, 42 000 à mon sens. Ça vaut peut-être la peine d'essayer de jouer quelque chose pour un rebond en direction des 50 000 de nouveau. À surveiller qu'un stop à 38 000 au cas où on casse en dessous. On continue dans cette thématique-là. On ne va pas changer notre fusil d'épaule aussi rapidement. Et puis, autrement, Shanghai est toujours un petit peu sous pression. Il y a toujours un confinement qui se prolonge à cause du Covid. Donc, ça met aussi un petit peu la pression sur les marchés asiatiques. Les futurs sont déjà en baisse d'un 0,5% ce matin. Donc, ça laisse imaginer une ouverture assez sympa. Et un lundi qui sera plutôt de couleur rouge que de couleur verte. Donc, on est un petit peu crispé en ce lundi matin. Mais heureusement, la semaine ne fera que 4 jours. La semaine ne fera que 4 jours, mais par contre, on va avoir quand même le début de la saison des résultats. Oui, c'est maintenant, on va pouvoir commencer à parler de micro, à parler de résultats, à parler de marge, à parler de pression sur les marges, parce que c'est une des grosses choses qu'on va regarder ces prochains temps, c'est comment sera la pression sur les marges. Alors les chiffres vont commencer à être publiés à partir de mercredi, comme d'habitude, c'est les bancaires qui attaquent en première ligne, avec JP Morgan, avec BlackRock, on aura aussi Delta, qui n'est pas une banquière, mais on aura aussi Delta, et puis Goldman Sachs, Morgan Stanley, jeudi, puisque vendredi, eh bien, ce sera le vendredi saint, et donc tout sera fermé aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc, du coup, les choses vont commencer à être un petit peu plus sérieux au niveau des résultats. C'est évidemment parce qu'on va regarder le plus attentivement, parce que les bancaires, on sait toujours que c'est assez aléatoire, puisqu'il n'y a pas pire. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en tout cas, quand on voit les attentes des bancaires, donc des banquiers sur leurs collègues, à chaque fois, c'est des écarts monstrueux, donc c'est quand même difficile de se baser là-dessus, mais on va déjà avoir une première idée de comment on va entamer cette saison, comment s'est passé ce premier trimestre dans le secteur bancaire, et puis la semaine prochaine, eh bien, on ira un petit peu plus dans les détails avec d'autres boîtes un petit peu plus fun que les banques. Voilà, moi je vous souhaite un très bon lundi matin, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis n'oubliez pas surtout qu'on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très bonne journée. Bye bye.